Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralsquad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Julien, salut. Salut Alex. Alors Julien, moi je t'ai connu, c'est assez rigolo, je t'ai connu sur TikTok. J'ai vu tes vidéos sur la vente qui sont très bien faites. Merci. Et après, on s'est reconnecté sur LinkedIn. Comme quoi la magie des réseaux, c'est vraiment des réseaux. Hein. Donc, je suis très content de t'accueillir. On va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé dans le podcast. On va parler d'un monde aussi qui est un peu différent de celui que je connais, qui est le monde des startups. On va parler du monde du business en ligne et de l'infoprenariat. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, avec plaisir. Et merci encore une fois pour l'invitation, Alex. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc moi, je m'appelle Julien Moisson. J'ai commencé dans la vente à 10 ans. J'ai fait un BTS négociation relations clients. Et ensuite de là, j'ai vendu du crédit et des assurances pendant 8 ans. J'ai été commercial, responsable d'agence, formateur commercial, recommercial et formateur. J'étais dans le top 4, dans le top 10 des top performants de ma boîte pendant 4 ans de suite. Je faisais plus de 7 millions de chiffres d'affaires par an. Et là, depuis le Covid, où je suis quelqu'un de très malin, j'ai décidé de me lancer à mon compte quand il y a eu le Covid. Et en fait, ça a été une ascension qui a été plutôt positive. J'ai accompagné un peu plus de 200 personnes sur les 2 ans, la partie vente et surtout la partie closing. En fait, je formais des équipes d'indépendants, solopreneurs, de coachs. Et là, depuis 1 an et demi, beaucoup plus de closers, justement, et de CEO à monter en compétence leur équipe de closers. Mais ça, je pense qu'on va plutôt le voir tout au long de ce podcast-là. Et puis, petite anecdote aussi, j'étais coach en séduction pendant 2 ans, de 19 à 21 ans. Et tu verras que ça va revenir sûrement sur ce live. Ah ouais, ça c'est rigolo. Ouais. Je sais aussi que c'est Stan Leloup de Marketing Mania qui est passé par là avant de Aussi, devenir ouais. expert marketing. Ouais. C'est intéressant. J'imagine que tu as pas mal de connexions entre la séduction et la vente. Exactement, ouais. Ouais. Bon, génial. Écoute, tu as déjà un peu introduit le sujet. Tu as parlé de closer. Alors, quand on s'est parlé pour préparer le podcast, tu m'as parlé des closers. Pour moi, j'appelle dans le monde des startups, les closers, on les appelle souvent les account exécutives. Et alors que toi, dans le monde du web business, ça s'appelle des closers. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quel moment ça intervient? J'imagine que tu as un tunnel de vente et puis à un moment donné, tu as un gars au téléphone. Comment ça se passe? Ouais, en fait, du coup, sur le modèle, si je caricature et que je fais vraiment hyper simple, tu as une publicité. Donc, en général, c'est la publicité qui vient te chercher sur ton Facebook et que tu te dis, encore un lourdeau qui va me vendre son truc. Ensuite, tu cliques sur la publicité, tu atterris sur une page de vente. De la page de vente, en général, tu regardes un webinaire ou une masterclass et ensuite, tu es invité à prendre un appel. Et c'est sur l'appel, en fait, que ton closer va intervenir. Et le closer, en fait, est censé justement conclure la vente. En règle générale, le closer fait plus que conclure la vente, puisque du coup, il y a quand même un travail de pré-qualif, qualif qui est à faire. Disqualification aussi, puisque pour la plupart du temps, on a des bourrins du marketing et des bourrins de latte qui envoient des leads qui ne sont pas forcément préchauffés ou chauffés. Et donc, le closer, en fait, doit faire un travail de A à Z sur toute cette partie-là. Ouais, c'est rigolo parce que dernièrement, on a vu 2 personnages qui sont assez controversés dans leur domaine et qui appartiennent à 2 mondes différents. Hein. C'est Yumi Denzel pour la partie un peu dropshipping, business en ligne, et Oussama Ammar pour la partie startup,
qui se sont un peu joints ensemble pour créer du contenu. Et justement, on voit que c'est deux mondes qui n'ont pas les mêmes codes. Donc c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. On va commencer l'épisode en parlant des spécificités un peu de ce business en ligne, et après on va expliquer en quoi le closing du business en ligne peut aider les autres commerciaux qui n'appartiennent pas à ce secteur. Donc première question, selon toi, quelles sont les spécificités de ce marché, de ce secteur qui, tu l'as dit, peuvent parfois être assez bourrins sur la pub en ligne, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision? Dans le web entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose qui prédomine et bon, ça rejoint aussi l'esprit startup, mais c'est le go-to-market. On a des personnes. Il répond jamais au téléphone. Ruben me dit si quand c'est des calls de closing. On a une approche qui est très 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 go-to-market, mais assez rapide, voire des fois trop. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont pouvoir te lancer des offres en une semaine avec tunnel de vente, page de vente, acquisition et toute cette stratégie-là pour aller générer du lead. Donc c'est des personnes qui sont quand même très fortes pour justement mettre sur le marché des offres et des solutions. Par contre, derrière, on a cet aspect sales et vente qui est pas trop maîtrisé. Pourquoi? Parce que sur la majorité, en tout cas, du marché sur lequel j'évolue, c'est le web entrepreneuriat. Pour la plupart, c'est des gens qui se forment aux États-Unis, donc qui prennent, j'ai pas dit pompe, qui prennent des stratégies et des leviers qui viennent de là-bas pour les dupliquer en fait chez nous. Et vu que c'est des gens qui ont peu ou pas vraiment d'expérience terrain, sur le marketing encore, ça peut aller parce que on a toujours des mêmes codes qui vont ressortir, notamment toute cette partie accroche, le persona et du coup toute cette partie aussi copy que tu peux quand même dupliquer assez facilement. Par contre, je trouve que sur la partie sales, c'est donc la partie vente, tu peux pas, et en tout cas il y a moins de corrélation entre ce que le marché américain fait et ce que le marché français a besoin. Pour ce français, ils sont quand même assez particuliers. Et donc du coup, on a des personnes qui vont souvent performer rapidement. Donc, tu vas avoir des entrepreneurs, des web entrepreneurs qui vont générer entre 30, 50 et plus de 100 000 euros par mois en moins d'un an. Pour moi, tu vois, dans le web entrepreneuriat, quelqu'un qui va faire minimum 30 à 100 K, c'est entre guillemets classique, c'est courant chez nous. Parce que c'est des offres qui sont à minima entre 1000 et 3000 euros. Et derrière, vu que tu as du volume de lead qui est assez conséquent, ça tabasse, ça bourrine et ça va chercher du lead quand même de manière assez volumineuse. Derrière, en fait, tu as des gros volumes de chiffre d'affaires. Par contre, c'est des gens qui vont scaler assez rapidement. Par contre, pour la partie scaling, ça va être OK, mais dès que ça va être du scale-up, là, donc c'est mettre en place des process, etc. Là, c'est le bordel parce que en fait, tu peux plus bricoler. Et vu qu'en fait, c'est plus souvent du bricolage et qu'on n'a pas toute cette partie process, là, on voit vraiment un petit peu le manque d'éducation commerciale et stratégique qui peut ressortir. Ouais, donc tu nous dis une première spécificité, donc c'est des business en fait qui vont aller assez vite. C'est sympa de nous donner le panier moyen, tu nous as dit entre 1000 et 3000 euros. Les produits qui sont vendus, bon, j'imagine qu'il y en a pas mal, mais t'as quoi? T'as des formations, Ouais, des infos? pour la plupart du temps, c'est des formations. D'ailleurs, les closers aujourd'hui opèrent quasiment que sur la vente de formation ou de coaching, ou ce qu'on peut appeler sur le dev perso, c'est des offres transformationnelles. Donc, ça va être de l'accompagnement de groupe, coaching de groupe, etc. Donc, du coup, juste la cible aussi, pardon, c'est plus du B2C. Donc là, on peut revenir par rapport aux startups, mais plus du B2C. Donc, pareil, les codes du B2C et les codes du B2B ne sont pas les mêmes. Pour autant, je pense que ça se ressent aussi dans la vente, où on a un travail qui est différent aussi que ce qui peut s'opérer sur la partie startup. Ok, ouais, c'est plus effectivement les gens qui scrollent leurs réseaux sociaux Ouais. et qui vont tomber sur je sais pas, comme tu l'as dit, une ads Ouais. de coaching, de développement personnel, et ensuite ils rentrent dans un tunnel de vente. C'est plus ça. Pour la majorité des cas, oui. Donc c'est pas mal quand même d'arriver à vendre des paniers moyens de 1000 à 3000 euros à des particuliers. C'est quand même une perf qui est quand même, en termes de vente, qui est assez bien, quoi. Pour nous, c'est classique. Alors, je te parle même pas du CPF, parce que là, du coup, quand on commence à vendre ou à mettre en place du CPF, là, c'est la demande et on a des choses qui sont assez faramineuses. D'ailleurs, là, ça tabasse bien avec les nouvelles réglementations.
Mais pour la plupart du temps, c'est quand même plutôt courant. Après, tu as des facilités de paiement. Donc, certains entrepreneurs vont te proposer jusqu'à du 10 fois. Ça va dépendre, en fait, forcément du, euh, du chiffre d'affaires. Et ensuite, tu vas avoir d'autres entreprises qui vont être un peu plus nichées, comme l'immobilier, le bâtiment, ce genre de choses-là, où en fait, c'est des secteurs qui d'habitude sont B2B, mais en fait, vont venir prendre les codes du web entrepreneuriat et du coup, en fait, explosent parce que du coup, ils sont tellement nichés, en fait, prennent les codes du web marketing qui fonctionnent tellement bien que derrière, en fait, ben, tu viens travailler ta cible de manière différente. Avant, tu étais sur du B2B et au final, tu arrives à t'adresser à la personne en elle-même, donc aux dirigeants, mais d'une manière d'acquisition, enfin, un levier d'acquisition qui est différent. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir mélanger les codes justement de différents marchés. Ouais, et juste pour finir sur les spécificités de l'infoprenariat, je pense qu'il y a une image peut-être un peu négative, un peu décriée. Toi, tes clients, ce que tu vois un peu, les coulisses, qu'est-ce que tu vois dans ces coulisses? J'imagine que tu vois un peu de tout, mais tu as aussi du très bon contenu. Alors oui, mais alors moi, ça me fait toujours, au film La vérité si je mens. Et tu sais, en fait, quand il est dans Eurodiscount, et en fait, quand ils arrivent, ils font visiter le grand magasin, et à un moment donné, il ouvre la porte, et du Ouais. coup, il leur fait croire qu'en fait, genre, c'est énorme, il y a plein de personnes, etc. Et en fait, tu vois les gens qui tapent sur des claviers, il n'y a pas d'écran, c'est le poulailler, etc. Bah, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de belles promesses, parce que tu sais que bah, c'est la promesse qui fait vendre, le marketing, etc. Par contre, derrière, ben, bien souvent, en tout cas, quand moi j'interviens en compagnie des CEO ou essayer de recalibrer et restructurer un peu tout ça, bah, c'est des problèmes de livraison qui sont juste incroyables. Tu as des manques de communication et un désalignement complet entre le marketing et le sales. Vu que c'est des gens qui ont toujours bourriné sur le marketing, ils n'ont pas appris en fait à aligner avec le pôle sales. Donc, soit tu vas avoir des business où en fait, le pôle sales est en indépendant et du coup va devoir travailler tout seul en autonomie, ou alors tu as le marketing qui va être ultra dominant et en fait qui va driver à 200% les sales sans tenir compte forcément des feedbacks. Donc, c'est des approches qui sont bonnes. D'ailleurs, tu vois, ça permet de générer de beaux chiffres d'affaires. Par contre, à un moment donné, en fait, tu arrives au plancher parce que bah, il faut que tu arrives à réaligner, il faut que tu arrives en fait à ajuster et aligner les deux services, quoi. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Donc on comprend bien vente de produits en ligne, ça scale assez vite grâce au marketing parce que ces gens-là maîtrisent les codes du marketing. Par contre, en termes de vente, et c'est ça qui va nous intéresser, il y a des choses à faire. Ouais. Donc on va parler justement des gens que tu accompagnes, des closers. Quand tu vas dans ces entreprises-là et que tu as un public en face de toi qui est censé donc closer des deals, quelles sont les problématiques et quelles sont les premières choses sur lesquelles tu travailles? Il y a deux problématiques à chaque fois qui reviennent. C'est tu vas avoir ce discours entre le marketing qui va dire mais mes closers c'est des chèvres, et tu vas avoir les closers qui vont dire les leads sont pas qualifiés. Donc Ça, tu le vois dans les startups aussi, ouais. le premier travail, ça va être vraiment de pouvoir aider le closer déjà à pouvoir se dire ok, bon bah qu'est-ce qui fait qu'un lead est quali, qu'est-ce qui fait que un lead n'est pas quali, qu'est-ce qui est ta responsabilité et qu'est-ce qui est plutôt de la responsabilité du marketing. Donc là, on va venir améliorer le travail de préqualification, de qualification, notamment par exemple retravailler des no-shows, aller pourquoi pas annuler en fait des calls qui sont calés parce qu'en fait tu as t'as tellement d'appels que tu étais obligé en fait de prioriser sur ton agenda, donc apprendre à filtrer correctement. Donc ça c'est le premier travail. Et ensuite, ce qui va venir en deuxième temps, ça va être toute la posture de vente. Ça va être des personnes qui bien souvent ont un closing ou une approche de la vente qui va être trop bienveillante justement et qui vont pas arriver à challenger correctement. Donc en fait, qui vont passer à côté de moi ce que j'appelle les Black Swan, pour reprendre ce que disait Chris Voss dans son livre Ne coupe jamais la poire en deux. Donc c'est des red flags que ton prospect te donne mais que tu n'entends pas. Et parce que puisque le closer est trop la tête dans le guidon, n'arrive pas en fait à se détacher, passe à côté d'éléments qui sont hyper importants, tant sur la partie qualification, tant sur la partie diffusion des objections, tant sur la partie personnalisation du pitch. Donc du coup, le deuxième travail, c'est d'aider le prospect à avoir une approche plus méta, donc à prendre du recul sur son closing pour être encore plus poussif dans sa manière de closer. Ok. Ça te parle?
Ouais, ça me parle beaucoup. C'est un peu les mêmes problématiques que tu retrouves dans le monde que je connais plus, les startups. Tu as parlé à un moment donné d'éviter des no-shows. Ça, c'est un sujet qui, je trouve, est de plus en plus courant. Tout à l'heure, on a parlé de la séduction, du coaching de séduction. Les no-shows, j'ai l'impression que ça vient de ce monde-là aussi. Euh, Quels sont un peu les conseils que tu donnes pour éviter cette pratique? Donc, le no-show, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est quand les gens en fait ont un rendez-vous et ne viennent pas. Donc là, encore une fois, c'est juste un point qui est important, c'est le closer et ton sales, en fait, il fait pas de miracle, il fait pas de magie. Si tu lui envoies un lead qui sort nulle part, qui a juste vu de la lumière, et que ton travail en amont, il n'est pas assez qualitatif, ton closer, il fera pas de la magie et il va pas transformer une chèvre en phénix. Donc, pour moi, il y a un travail qui doit être conjoint, c'est le travail de persuasion et qui doit être fait à la fois par le marketing et qui peut aussi être fait par le sales. Le travail de persuasion, comment le sales, parce que là, on va s'intéresser au sales, il peut le faire. Déjà, ça va être de travailler ses réseaux sociaux, travailler sa vitrine. C'est comme sur LinkedIn, tu reçois un message de quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le premier réflexe, tu cliques sur son profil pour voir c'est qui. Là, aujourd'hui, du coup, les prospects vont faire la même chose. Moi, combien de fois, parce que j'étais closer et directeur et head of sales du coup chez David Laroche pendant 2 ans, j'avais des prospects au téléphone qui arrivaient et qui me disaient bon vous avez essayé de me closer, comment ça? J'ai vu votre Instagram, vous donnez des bons conseils sur la vente et du coup avec moi vous m'aurez pas. Tu sais que tu as bien fait ton travail de persuasion parce que le prospect est venu se renseigner sur toi et ça, moi, c'est hyper important d'avoir déjà de véhiculer une bonne image. Travailler un peu son personal branding. Son personal branding. Même si tu es sales, même si tu penses que tu n'as pas de réelle plus-value ou impact, si, et encore plus quand tu es closer, parce que nous, quand on est sur du B2C, donc les gens se renseignent, sont méfiants, etc. Donc, ils vont te chercher. Donc, déjà, travailler juste ce point-là en amont. Deuxième point, c'est de mettre en place des workflows qui vont justement permettre de verrouiller le lead, de l'engager avant l'appel. Donc, ça peut être tout simplement, tu vois, tu envoies un SMS et tu dis salut Alex, on a rendez-vous demain à 18h. Est-ce que tu peux juste m'envoyer 100% si tu seras toujours présent au rendez-vous? Je lui fais faire une action toute simple qui va permettre en fait simplement d'activer le biais d'engagement. Et c'est un contrat moral avec ton prospect, ouais. Voilà. Et donc, du coup, je veux qu'ils se sentent déjà un peu dans un engagement avec moi, mais avant l'appel. Donc, déjà, il va y avoir ce travail-là. Et après, ce que tu peux faire ou ce qu'on peut faire aussi en amont, c'est déjà jouer avec. Alors, nous, on utilise beaucoup Calendly ou HubSpot, donc d'envoyer des séquences mail, par exemple, avant le call. Par exemple, de rappel, tout simplement. Rappel, Alex, tu as rendez-vous avec Julien dans 8 heures. Si tu peux pas, préviens Julien, quelque chose comme ça, tu vois, de manière, si je te le caricature. Le closer ou le sales peut également, s'il utilise les réseaux sociaux, envoyer un message sur les réseaux sociaux, soit pour tout simplement relancer, soit pour envoyer du contenu, par exemple, avant l'appel. Ça, du coup, c'est ce que je recommande. C'est ce qu'on appelle du coup du follow-up basé sur la valeur. Mais du coup, là, c'est plus du follow-up, mais c'est de la pré-vente. Et en gros, tu vas, par exemple, ton entrepreneur ou ton business a mis en ligne un contenu qui peut être intéressant, avant l'appel, tu partages le contenu à la personne. Salut Alex, regarde, on a juste créé un guide gratuit hier. Je me permets juste de te l'envoyer. Puis on a rendez-vous demain, comme ça on pourra échanger ensemble sur ce sujet-là. C'est mieux de relancer comme ça un prospect pour le verrouiller que de dire salut Alex, on a rendez-vous demain, est-ce que c'est toujours bon pour toi? Ouais, puis Comme on aime. Pardon, vas-y. Comme on n'aime pas être relancé en mode hello Alex, où tu en es dans ta réflexion par rapport à notre call de lundi dernier, c'est lourd, ça. Alors que si je te dis salut Alex, regarde, j'ai téléchargé juste un guide et ça me faisait penser à ce qu'on avait dit sur notre échange, tu me diras ce que tu en as pensé. Et du coup, ça me permet juste d'entretenir la relation de manière différente. Le closer, il doit vraiment avoir ce travail d'entretien de la relation, de création de rapport de confiance lors de la séduction. Créer le rapport de confiance pour faire en sorte que tu as un match sur Tinder. Qu'est-ce qui fait que ton match, il va vouloir te rencontrer demain et prendre un café avec toi alors que il te connaît dans Nidev et qu'il a 150 demandes tous les jours? C'est justement tout ce travail-là en amont que tu vas pouvoir faire. Ouais, c'est vrai qu'en plus, toi, tu es sur du B2C, donc tu dois avoir encore plus de no-show que dans le B2B, mais tout ce que tu dis, finalement, tu peux l'appliquer au B2B, hein, envoyer des mails avant le rendez-vous, s'assurer que la personne vient, envoyer du contenu à forte valeur ajoutée. Et j'imagine aussi, alors tu vas me dire les cycles de vente, mais est-ce que, en général, tes clients, ils closent en un coup de fil ou ça se fait en plusieurs coups de fil? Comment?
On a Comment un ça se sales passe? cycle qui est quand même assez court, hein. Nous, Ouais, j'imagine. on close sur 30 jours, 30 à 45 jours, c'est quand même la moyenne de closing, moyenne haute. Donc, le cycle de vente est quand même très, très court. Euh, donc là-dessus, c'est vrai que un closer, par exemple, qui a toujours closé sur du B2C, il va pouvoir se sentir perdu si il va rentrer sur du cycle long, parce que le closer, chez nous, il veut que ça close quand même assez rapidement. Donc on a des gens qui sont à l'aise avec le one shot et qui vont avoir une approche commerciale qui va te challenger assez rapidement, qui va verrouiller aussi quand même ton engagement de manière assez conséquente. Mais même sur la partie décisionnaire, tu vois, nous, on n'a qu'un décisionnaire. Alors que derrière, quand tu vas voir travailler avec des influenceurs, aller chercher d'autres cibles, etc., bah, c'est un autre process sur lequel, en fait, on opère un peu moins. Ok, très bien. Et donc, cycle de vente court, 30 jours, 40 jours, ça c'est pas mal. Euh, donc là, on a parlé un peu des manques et des problématiques sur lesquelles tu interviens. Selon toi, quelles sont aussi les forces de ces closers qui doivent avoir aussi j'imagine, des différenciations par rapport à des business développeurs de start-up? Qu'est-ce Ouais. que tu as vu sur le terrain? Alors moi, je vais te redire ce qu'on s'était dit avant les deux. Euh, pour moi, les machines de guerre, ça va être des bizdev. Pour moi, c'est les machines de guerre. C'est des gens, ils sont capables d'aller chercher du lead, chercher des opportunités. Et en plus, ils sont capables aussi d'aller les closer. Donc pour moi, ça restera quand même le profil machine de guerre. À l'inverse, je trouve qu'en Snap, on a une approche où on fait croire que les accounts exécutives sont plus performants qu'un SDR, par exemple, et qu'en fait, il faut que tu mérites ta place d'AE. Bah, pour moi, en fait, le SDR, il a beaucoup plus de valeur qu'un account exécutif parce que le taf d'un SDR, mais c'est putain de dur, quoi. C'est dur et ça demande de la résilience, hein, une vraie résilience commerciale, intelligence commerciale. Et la compte exécutive, bah, entre guillemets, on lui a fait la passe D et vas-y, bah, t'as juste pas, entre guillemets, faut pas que tu rates ton deal, quoi. Et le closer, en fait, pour moi, il mélange en fait ces deux approches-là entre le SDR et la compte exécutive parce que le closer, il est capable d'aller faire du setting, de la prospection et derrière aussi d'aller closer le deal. D'autant plus que sur le closing, pour avoir échangé avec plusieurs AE et pour avoir passé des calls justement avec quand même plusieurs AE avant de dire n'importe quoi, je me suis rendu compte que l'AE, il creuse pas du tout, quoi. La partie découverte des besoins, la partie qualification, pour moi, elle est pas assez, elle est trop en surface. Alors que le closer, en fait, il va te poser des questions, il va te questionner vraiment en profondeur, parce qu'on a une approche un peu qui va s'apparenter au coaching, mais on fait beaucoup de consultative selling, et l'approche, elle s'apparente aussi beaucoup au challenger sell. En tout cas, moi, c'est la méthode de vente sur laquelle je les forme, où tu es capable à la fois de creuser vraiment la conversation. Je ne parle pas de besoin, je parle de la conversation. Tu es capable d'aller à un niveau qui est quand même assez deep. Et derrière, de ne pas tomber en fait dans l'excès d'empathie ou de bienveillance, parce que du coup, tu es capable d'aller challenger la réflexion, le mode de réflexion et de prise de décision de ton prospect. Ça, pour moi, c'est indispensable. C'est là où, en fait, on voit la différence, surtout sur du B2B, où, en fait, tu arrives soit tu passes trop pour le gentil et du coup, tu vas pas challenger en fait, ce que ton décisionnaire va te donner, ou, en fait, au contraire, tu vas lui dire, bah, en fait, là, vous avez complètement tort, là, vous êtes complètement à côté de la plaque, je vais vous expliquer pourquoi, et vous n'avez pas vu ce point-là qui, en fait, vous permet de, justement, régler l'ensemble de vos problématiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment la différence. Et les closers, en fait, ils sont vraiment éduqués à faire ce travail-là et avoir cette approche-là. Ouais. Non, mais c'est vrai que la découverte, puis comme tu dis, challenger, c'est les deux choses, à mon avis, qui sont le plus à travailler dans le monde de l'entrepreneuriat startup. Encore une fois, on parle de deux mondes aujourd'hui, hein, startup et le business en ligne. Et donc, il y a beaucoup de boîtes hein, qui forment là-dessus, qui théorisent beaucoup de choses, parce que c'est souvent un peu le manquement des bizdev, c'est qu'ils creusent pas assez, ils passent très vite, ils passent quelques questions, un peu en mode checklist, et puis ils passent très vite à la démo. Et donc, ce que tu dis, c'est pas mal. Ça veut dire que finalement, toi, ton accompagnement, tu pourrais aussi le donner à cet autre univers où il y a ces problématiques. Et après, c'est le challenger son prospect, c'est aussi quelque chose qui est peut-être pas évident à faire, en tout cas qui s'apprend. Il faut essayer d'être, on dit toujours, moi je dis toujours dans le podcast, d'être assertif, hein, c'est-à-dire Ouais. de ne pas hésiter à pointer les choses qui ne vont pas et à le dire. Et ensuite aussi, à un moment donné, à closer. Donc peut-être que là, tu as des choses à apprendre
aux startups, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui va conditionner un peu justement ces erreurs-là. Déjà, c'est la peur du rejet. Et ensuite, c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas t'installer quand tu vas faire ton travail commercial. Un SDR, tu lui dis, tu vas me chercher 100 calls, par exemple, dans la journée. Le SDR, il est hyper chaud, il va te le chercher les 100 calls. Mais par contre, c'est quoi l'approche commerciale en fait? Il va dire, en fait, je vais débiter. Donc, tu peux pas en fait demander à quelqu'un, tu peux pas fixer. Pour moi, c'est une aberration de mettre des volumes d'objectifs qui sont élevés, par exemple en termes de touch point, et derrière, en fait, attendre que la pré-qualif, par exemple, elle soit quali. Alors du coup, j'aime beaucoup ce que fait Julien et ce que font Julien et Ruben Ah oui. je crois que c'est le Call Club, c'est pas comme ça qu'ils Ouais, l'ont appelé. c'est ça, ouais. Parce que je trouve que Julien, il met vraiment en valeur, et il y a beaucoup d'autres personnes que j'aime beaucoup, Enzo par exemple, Colucci, où en fait, déjà tu reprends plaisir sur le call et tu vois qu'en fait tu peux quand même préqualifier efficacement ton lead sans pour autant faire de l'abattage. Et le risque, en fait, c'est de tomber sur de l'abattage, justement, parce que tu vas avoir ton SDR qui va faire un max de touchpoint, oui, te chercher des R1, mais voilà la qualité des R1. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Et la deuxième chose aussi, et ça va se retrouver, en fait, sur notamment le follow-up, et ce qui fait qu'on va avoir des cycles de vente qui vont être plus longs que d'autres. Les gens, en fait, ont peur du rejet. Et donc, sur la partie vraiment closing, donc la fin du call, où en fait, là, il faut vraiment verrouiller la vente et pas laisser le prospect se dire, bon, bah, je vais en parler à mon responsable et du coup je reviens vers vous, ou je vais en parler à mon mari et puis je reviens vers vous d'ici une semaine. Oui, pas de problème. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on voit ensemble, etc. Non, non, c'est bon, j'en parlerai. Pas de problème. Bah, écoutez, on se rappelle. Là, pour moi, c'est que vous avez raté quelque chose en fait dans la découverte et c'est pas bon. Et donc là, il y a des personnes qui vont soit se contenter de ça et d'autres qui vont vous dire, bah, attendez, juste, moi, quand on me dit je vais réfléchir, en général, c'est je reviens plus. Du coup, il y a sûrement quelque chose que j'ai mal fait ou que vous n'avez pas compris, vous n'osez pas me le dire, mais venez, on prend encore un peu de temps ensemble et on va voir ce que c'est. Partir juste du principe, et comme tu l'as dit, c'est de l'assertivité aussi, mais c'est pas avoir peur de se faire rejeter en mode non, non, mais c'est bon, je vous ai dit que tout allait bien. Et là, en fait, tu peux avoir peur de perdre ta vente parce que tu dis, oula, je suis en train de le perdre, etc. Mais non, en fait, c'est juste te confronter et être à l'aise avec le fait de justement, ne sors pas tes écrans de fumée ou ton bullshit habituel, quoi. Alors, tu as parlé de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Iconoclast qui fait le vendredi à 11h des appels à froid. Il filme ça et il montre en fait comment ça se passe, une session d'appel à froid. Donc, Julien et Ruben, c'est les deux protagonistes de ces sessions. Effectivement, ça s'appelle le Call Club. Justement, je me posais la question dans ton domaine. Donc, les closers font des appels à froid ou en fait, comment ça se passe la prospection? Ils Ouais, prospectent sur les gens qui cliquent, en fait, qui s'inscrivent sur les ads, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, ce que nous, on appelle du setting et du coup, donc du call, en effet. En général, c'est par exemple des inscrits à un webinaire. Donc, tu vas avoir un fichier qui va être assez conséquent. Et en fait, le job, bah, c'est d'aller contacter ces personnes-là sur la liste, donc bah, ce qui n'est pas forcément qualifié. Et donc, de faire de l'appel à froid, faire du setting, par exemple des messages, etc. Donc, ouais, on a aussi cette approche-là en amont. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont importantes quand tu fais tes formations de ces boîtes-là dans ton accompagnement? Est-ce qu'il y a d'autres sujets là, on a parlé de posture notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont Bah, importantes selon toi? mon approche, en tout cas, j'ose espérer que c'est notre approche différenciante, mais c'est vraiment la partie soft skills, Ok. où en fait, pour moi, ça sert à rien d'apprendre des techniques de vente à quelqu'un si derrière, il ne sait pas les appliquer correctement. Donc, c'est comme Ouais. si tu donnais un marteau à quelqu'un, mais que tu ne lui expliques pas en fait, comment verrouiller le clou. Ça sert à rien en fait d'avoir une super technique si en fait tu vas taper comme un bourrin et pas correctement. Donc, mon approche, c'est vraiment d'utiliser les soft skills dans la partie sales. Et donc, on va retrouver tout ce qui va être intelligence émotionnelle, agilité conversationnelle, l'empathie tactique, le leadership, l'assertivité, la communication. Et Dieu sait que la communication, c'est quelque chose qui, euh, qui est complexe. Moi, c'est une de mes valeurs numéro un et c'est ce que j'adore dans notre métier, c'est que plus on est expert dans notre communication et plus on a une acuité dans ce qu'on va pouvoir véhiculer dans le message, plus on va obtenir des réponses différentes. L'art de poser les bonnes questions, c'est pas que un super titre de livre ou d'e-book. C'est vraiment cette capacité-là où tu vas comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la question. Quand ton prospect, par exemple, il va te mettre des temps morts, quand il va avoir un non-verbal qui va changer, une tonalité, un débit qui va
varier, mais juste d'être sensible, des fois des intonations de voix. C'est juste des fois d'être sensible. Et le prospect, il nous donne des indications ou des red flags, mais des fois de manière non verbale, invisible. Donc pour moi, le développement des soft skills, c'est, je pense, vraiment quelque chose de primordial, à la fois pour développer le leadership de vente des sales, et à la fois en fait pour donner une dimension supérieure à notre échange avec nos prospects. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé d'accompagner par exemple des BizDev qui faisaient beaucoup d'appels à froid et qui n'avaient pas de résultats et qui me disaient en fait je me prends tous les barrages secrétaires, ça passe pas, etc. Pourtant mon script est rodé. Ouais. Et en fait, quand tu te mets à écouter les appels, tu te rends compte effectivement qu'en termes de soft skills, il y a des manques. Tu vois, Ouais. il y a des phrases dites trop rapidement, il y a des mots un peu qui te décrochent. Enfin, tu dis, oula, pourquoi je répondrai à cet aspect? Donc, toi, comment tu opères ça? Tu écoutes les appels, tu fais les mises en situation, j'imagine? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est de l'écoute de call, du RP, donc du roleplay, principalement, parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir le plus de matière. Encore une fois, c'est, enfin, de notre côté, avoir de la théorie sur du sales, ça va de mieux, mais en fait, tu es obligé de personnaliser, donc écoute de call, du roleplay, du coaching individuel, du shadow, où tu vas pouvoir être en doublon ou en double écoute avec ton closer en sales. Ça, c'est indispensable pour pouvoir justement accélérer la montée en compétences. Ouais. Et juste, Julien, là, on arrive à une demi-heure d'interview. Je voulais juste te demander aussi une question qui sort un peu du closing et du sujet du jour. C'est ton approche sur les réseaux. Toi, vu que tu côtoies des mecs qui font du business sur les réseaux et qui arrivent à faire rentrer les gens dans un tunnel de vente, qu'est-ce que toi, tu mets en place pour ton propre business? Qu'est-ce que tu as réussi à emprunter de chez eux dans ton business? Moi, je suis justement à l'inverse, c'est qu'en fait, c'est que de l'organique quasiment. Donc, ça a mis Ok. beaucoup plus de temps. Mais là où, du coup, on a de vrais résultats avec l'équipe, c'est que justement, l'organique aidant, ben, quand nous, on utilise des pubs, on a un taux de transfo qui va être super en fait à nos confrères en fait du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a justement l'organique qui te permet de faire ce travail de persuasion. Donc, quand quelqu'un va voir une de mes pubs, en fait, il va aller regarder sur les réseaux, il va voir qu'en fait, j'ai une grosse communauté sur Instagram, par exemple, sur Facebook, ou qu'il va pouvoir voir mon contenu. Et donc, en fait, je vais gagner des points par rapport, mais c'est qui encore ce lourd-là qui vient me targeter sur Facebook. Donc, là, en tout cas, où j'ai voulu mettre du focus il y a quelques années, ça a été sur le développement de la communauté et d'avoir vraiment un groupe avec moi, parce que une de mes valeurs, en tout cas, c'est de fédérer, d'impacter les gens autour de moi. Donc, c'est plus une vision long terme qui m'a permis de vraiment me dire, OK, allez, j'apporte de la valeur, je développe une communauté. Et en arrivant dans l'entrepreneuriat, ça n'a fait que m'aider. D'ailleurs, pendant 1 an et demi, j'ai fait tout mon chiffre d'affaires que sur de l'organique. Jamais utilisé de publicité et j'ai eu quasiment plus de taux de transfo que des personnes qui allaient justement chercher que sur de l'ADS. À un moment donné, l'ADS, c'est bien, mais par contre, ça va être limité tant d'un point de vue coût publicitaire, ça te coûte cher, alors que l'organique, ça coûte rien du tout. Donc, je pense que c'est ce levier-là qui a été vraiment décisif. Ok, intéressant. Et du coup, le développement de ta communauté depuis que tu t'es lancé, donc depuis à peu près 2020, tu m'as dit, c'était via quel réseau? Moi, je fais ça Instagram. via le podcast. Ok, toi, tu as fait Instagram. Donc, Instagram, tu vois, c'est quelque chose. Moi, je me suis jamais intéressé à Instagram. Et toi, tu as réussi à pousser. En fait, pour moi, le levier qui est le plus important, c'est la viralité. Ouais, Et pour te donner un exemple, pendant 1 an et demi, j'avais du mal à développer mon Instagram, à gagner plus d'abonnés parce que tu maîtrises pas l'algorithme des plateformes. Donc ça, c'est vraiment hyper challengeant et ça peut être compliqué. Par contre, où tu vas avoir du contrôle et de la maîtrise, c'est en fait comment tu utilises les algorithmes et la viralité à ton avantage. Et j'ai ok. explosé en fait en utilisant TikTok, là où on s'est rencontrés. Et en fait, TikTok m'a permis de faire x2 sur ma communauté d'Instagram, alors que ça faisait 1 an et demi que j'essayais de la développer. En 1 mois, j'ai pris, je crois, plus de 8000 abonnés. Et donc, du coup, mon audience s'est développée et donc, du coup, mon nombre d'opportunités aussi. Et en fait, quand tu as cette stratégie de cross-channel, donc d'utiliser tout ton contenu euh, sur toutes les plateformes, toi, typiquement, je te disais là avant qu'on commence, je trouve Restream vraiment génial. Je ne comprends pas pourquoi des intervenants ne partagent pas ce qu'on est en train de faire là sur leur plateforme, en fait.
Pour moi, le premier réflexe quand tu es intervenant, c'est tu connectes tous les réseaux. Moi, j'ai regardé, est-ce que je pouvais connecter TikTok? C'est dommage, je ne pouvais pas. Instagram, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux chercher à être le plus visible possible. Plus tu es visible, plus tu vas te montrer à une audience qui va être importante. Plus tu te montres à une audience importante, plus tu augmentes ton nombre d'opportunités et forcément, plus tu vas augmenter tes ventes. C'est bête, c'est mathématique. Mais pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui vont essayer d'aller chercher sur TikTok, d'aller chercher sur Instagram, Facebook, multiplier les sources de visibilité et de viralité. Et derrière, en fait, pour moi, c'est vraiment combo gagnant, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, on a le réflexe là, de faire sur multiplateformes, mais tu as aussi une école qui dit non, non, concentrez-vous sur une plateforme ou deux, et puis soyez très bon et excellent dans ces plateformes. Et donc, c'est deux écoles différentes. Je pense pas qu'il y ait une vérité Non, je crois. crue. Mais nous, on est plus peut-être dans l'A/B testing, c'est-à-dire s'il y a un truc qui prend sur Instagram et pas sur TikTok ou YouTube, bah, tant mieux, mais on aura testé les trois et on verra bien, quoi. Exactement. Ok, bah écoute, très intéressant comme feedback. C'est vrai Il que y tu as a, une bonne communauté sur Instagram, j'ai regardé, c'est vrai que c'est bien, hein. il y a Patrick qui dit ça soulève un point critique chaud pour les nouveaux arrivants. Tu as déjà une audience et une communauté. Alors, je ne vois pas le communautaire complet, mais je me dis, du coup, comment on fait quand on part de zéro? En fait, je suis parti de zéro aussi, à un moment donné. Par contre, là où ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de la chance que ma communauté me permet d'avoir de l'inbound. Donc, du coup, ça vient à moi. Par contre, pour en arriver là, j'ai été en fait en outbound. Donc, en fait, c'est moi qui allais me montrer sur les comptes des autres personnes. C'est moi qui publiais. Je cherchais en fait à montrer, à créer des événements. Par exemple, moi, j'habite sur Bordeaux. Je créais des workshops à 5 euros, 10 euros au départ, les workshops, mais juste parce qu'en fait, je ne faisais pas pour de l'argent. Je le faisais justement pour le réseau, pour la visibilité, parce que je sais que tu fais un workshop, tu peux faire une story Instagram, tu peux faire un post, donc du coup, ça te fait du contenu à poster, ça monte ta posture d'autorité, etc. Ça peut aller vite, en fait. Par contre, il faut être proactif, il ne faut pas avoir peur de se montrer et d'être vraiment dans une dynamique de création de rapports de confiance avant de chercher à vendre. Il y a un livre, il est génial, c'est Go Giver. Donc, par contre, il est qu'en anglais, je vous invite à le lire. Ça montre vraiment l'importance de vouloir donner avant de recevoir. Donc, quand vous cherchez juste à vous montrer, à commenter les posts de votre réseau ou de vos cibles, juste de vous montrer, en fait, coucou, je suis là. Derrière, en fait, forcément, ça accélère et ça alimente l'acquisition facilement. Écoute, c'est bien, tu me tends la perche pour les questions de la fin. C'est des questions que je pose à tous les invités. Donc, tu nous as parlé d'un livre Go Giver. Est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller aux auditeurs? Ouais, alors moi, je vais vous conseiller The Game de Neil Strauss. Donc, c'est un livre de séduction où en fait, vous apprenez des codes sociaux qui sont juste incroyables. Donc voilà, on disait d'ailleurs au début du podcast, c'était bien de mélanger les codes de différents marchés. Là, utiliser les codes de la séduction, ça peut être intéressant. Donc c'est Neil Strauss. Strauss, c'est Straus, je crois. Voilà. Ensuite, forcément, Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, où il y a beaucoup de concepts et d'idées qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment au court-circuit, au Black Swan et à l'étiquetage, qui sont hyper forts. Et je vous conseillerais aussi, ça pour moi c'est vraiment pépite, Les mots sont des fenêtres. À chaque fois je prononce mal son nom, mais vous voyez sûrement qui est la personne. Les mots sont des fenêtres parce que ça permet de mettre de la valeur sur l'importance de la communication et surtout de réellement écouter et comprendre, pas juste écouter, mais comprendre aussi ce qu'il y a derrière les mots sans avoir notre monde à nous qui vient parasiter le discours de l'autre. Donc les mots sont des fenêtres, pour moi c'est vraiment un plus. Donc je t'ai donné séduction, communication et un petit livre de vente. Déjà on est pas mal. Écoute, merci pour ça. Je connaissais couper la poire en deux, mais pas les autres. Donc, je vais regarder ça. En termes d'outils, on n'a pas trop parlé d'outils. Est-ce que toi, tu as des outils qui t'aident au quotidien, que ce soit dans la vente ou dans ton organisation? Ouais, nous on utilise régulièrement Calendly pour la prise de call, du HubSpot. Pour le CRM, vu que c'est des web entrepreneurs, ils n'ont pas un budget qui est faramineux. Donc en général, c'est soit du Airtable, soit du Pipedrive. Moi, je recommande régulièrement le Sales Up Starter, quand même, où tu peux quand même avoir pas mal de fonctionnalités. C'est carré aussi, puis c'est intuitif, je trouve, pour le sales. Ça, c'est important. Donc ouais, pour ces outils, j'utilise beaucoup Notion aussi. Notion, que ce soit pour des pitches de vente, pour des études de cas, des choses comme ça que tu peux partager à ton prospect. Ça fait moins agressif et marketing qu'une LP, enfin qu'une landing page que tu pourrais envoyer. Donc j'aime bien juste montrer à notre prospect que je suis pas que là pour vendre et j'utilise des outils différents que tu n'as pas l'habitude de voir.
Donc, C'est vrai que Notion, tu peux faire des sortes de landing page et ça fait un peu moins agressif ça- ou ouais. Ouais, j'avais pas pensé à ça et c'est une bonne, tu vois, c'est un bon tips à utiliser pour ceux qui connaissent Notion. Ouais. Donc ensuite, j'utilise Aircall pour l'outil de téléphonie et que les closers puissent en fait record leur call. Forcément, si tu n'as pas de call record, toi, tu peux pas monter en compétence ta team. Ensuite, le Mojo que tu plugues sur le Aircall. Mojo, pour moi, c'est pépite pour l'analyse conversationnelle et justement faire de la magie avec, avec ton discours commercial. Et dernièrement, GetAccept, où en fait, ça te permet vraiment de traquer correctement où en est ton prospect, est-ce qu'il a bien ouvert, où est-ce qu'en fait ça a bugué au niveau du contrat, de la signature, etc. Donc ça, c'est mes petits outils fétiches. Bah, écoute, GetAccept sont passés dans le podcast avant-hier pour parler aussi de closing. Impeccable. Donc Impeccable. tu leur as fait une petite passe D, c'est bien. Écoute, super, il nous reste 2 questions. Aujourd'hui, Julien, est-ce que tu as une compétence que tu n'as pas, que tu rêverais d'avoir? Je pense la productivité, pour moi, c'est nul. Du coup, j'aimerais Ah ouais? vraiment progresser sur cette partie-là. Je suis vraiment le sales pur dans l'ADN, hein. C'est-à-dire qui peut se faire déborder et qui peut vraiment perdre du temps parce qu'il n'est pas productif. Ah ouais, pourtant, vu tout ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Mais bon, peut-être que tu as cette vision-là où tu es ambitieux là-dessus, mais tu as fait quand même de sacrés trucs. Hein, quand on voit rien que tes réseaux, tout à l'heure on parlait d'Instagram, TikTok, tu as sacrément bien bossé là-dessus. Hein. Je te remercie. Je dirais plus que je suis plutôt en mode bulldozer que, Ok. que quelqu'un qui va prendre le temps de tout millimétrer. Je vais plutôt avoir l'approche go-to-market et du coup tester le learn assez rapidement qu'autre chose, quoi. Ok. Et après, dernière question, Julien, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu invites qui? J'inviterai du coup. Je sais que tu as invité mes potos, du coup, Ruben déjà, Ouais. Kevin Dufresne, et je sais pas si tu as invité Enzo Colucci, mais j'aime beaucoup Enzo. Ouais, je l'ai invité, ouais. On a parlé de vente dans la restauration. Michael Aguilar, alors. Ouais, alors je lui ai proposé, pour l'instant, c'est en stand-by. Ouais. C'est un stand-by. Un petit follow-up, mais voilà, du coup, il y a Michael, en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très bon. Ouais. Ouais, je lui propose tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et Ok. il me dit qu'il aime beaucoup les héros de la vente, mais pour l'instant, il n'intervient pas chez d'autres confrères. Donc, bon, Pour le écoute, moment. pour le moment, ouais. Écoute, super Julien, on a tenu les 40 minutes. Merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre si on veut former ces équipes? Vous pouvez me joindre sur LinkedIn, Instagram, Facebook ou TikTok directement. Nickel. Je te remercie. Tu verras apparaître les prochaines semaines des petites vidéos Trop cool. de nous deux sur le thème. Donc, bonne journée à tous, belle vente, et puis à très bientôt, Julien. Et bon closing. Salut Alex, encore merci. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site leshéros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!